Made in Africa. Focus sur l'apport de la diaspora africaine dans le développement du continent. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis auditeurs de la web radio www.rdjumboa.com, bonjour et bienvenue une fois de plus dans votre émission Made in Africa. Aujourd'hui dans Made in Africa, nous recevons Monsieur Kwang, CEO de l'entreprise Hightech Environnement et président fondateur de la fondation FACEM, entendez par là Fondation africaine des commerçants et entrepreneurs du Maroc. Monsieur Kwang se présente lui-même comme étant un Africain résident au Maroc depuis près de 30 ans, originaire d'Afrique centrale, plus précisément du Cameroun. Bonjour Monsieur Kwang. Bonjour. Bienvenue dans notre studio et d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité dans votre émission. Alors, Monsieur Kwang, vous êtes arrivé au Maroc depuis 1989. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours durant cette longue période au Maroc? Ça fait 30 ans. Effectivement, je suis au Maroc depuis, plus précisément, le 7 septembre 1989. Et je suis venu faire une école d'ingénieur. Mais mon papa m'a demandé d'avoir une expérience à l'étranger. Donc, je suis venu m'inscrire aux classes préparatoires ici à Casablanca. Après, j'ai fait l'école des travaux publics, d'où je suis sorti en 94. Juin 94. En tant qu'ingénieur en génie électrique. Voilà. Et ensuite, j'ai tout de suite intégré un bureau d'études dans le domaine département génie électrique, justement, où j'ai travaillé pendant 6 ans en tant que chef de projet d'électricité. On a réalisé beaucoup de projets dans le nord du Maroc, précisément. Et à l'issue de cette période, j'estimais que j'étais assez autonome pour créer ma première entreprise qui s'appelle Hightech Consulting. Consulting, effectivement. Voilà. Et cette entreprise qui est donc un bureau d'études, tout corps d'État, spécialisé dans la construction, les lots techniques du bâtiment et de l'industrie. Voilà. Et donc ensuite, j'ai créé en 2009 le bureau d'études Hightech Environnement, que je dirige en ce moment, qui est donc lui spécialisé dans tout ce qui est gestion de l'énergie, plus précisément l'amélioration de la performance énergétique et environnementale des installations électriques, thermiques, des installations énergétiques. Voilà. Et bien sûr, je travaille pour les grands groupes industriels ici pour les aider, les accompagner dans la mise en œuvre des mesures d'efficacité énergétique. Et alors, juste une petite parenthèse, est-ce que vous avez déjà eu aussi à travailler, à faire valoir votre expertise du côté du Cameroun, votre pays natal? Eh bien, pour le moment, non, pas directement. Non pas parce que ça ne m'a pas intéressé jusqu'à présent, non. J'ai plutôt fait plusieurs propositions à des aux industriels camerounais. Et jusqu'à présent, je n'ai pas obtenu de réponse favorable. Sûrement parce que peut-être que je n'ai pas été sur place investigué, mais bon, je suis persuadé qu'ils ont besoin de mes compétences. Et donc, c'est l'occasion maintenant d'y aller. Voilà, d'y aller. Voilà. Alors, donc vous étiez en train de présenter votre parcours, vous étiez à la création de votre Hightech Environnement. Tout à fait. Alors, si vous pouvez poursuivre, puisque là nous sommes dans la période 2008 à peu près. 2009. 2009. Oui. Donc c'est en fait un organisme de conseil et de formation, en même temps que bureau d'études spécialisé dans l'énergie et l'environnement. Voilà. Et donc ce bureau d'études m'a permis de réaliser un certain nombre de projets avec les grands groupes marocains qui se reconnaîtront. Et j'ai acquis une certaine expérience qui m'a permis de me rendre compte que, au fait, l'Afrique a besoin d'une telle expertise et j'aimerais pouvoir contribuer à la construction et au développement du continent. Voilà, personnellement. Alors, donc, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, vous êtes entre Hightech Consulting et Hightech Alors, Hightech Consulting
Consulting est créé donc en 2000 et jusqu'en 2009. Oui. Voilà, c'était un bureau d'études. Et donc, et en 2009, je suis passé à High-Tech Environnement. Parce qu'en fait, High-Tech Consulting faisait dans le bâtiment. Et à ce moment-là, le bâtiment fonctionnait très très bien au Maroc. Et donc, lorsque l'avènement du développement durable, le changement climatique, Kyoto, eh ben, je me suis mis sur ce chemin. Sur le chemin de l'environnement. J'ai commencé à préparer, à me former déjà, et puis à former les collaborateurs à l'adoption de ces attitudes et de ces habitudes nécessaires pour améliorer les performances environnementales et énergétiques de l'installation. Donc, jusqu'à aujourd'hui, vous avez toujours vos deux bébés avec vous, High-Tech Environnement et High-Tech Consulting. Et maintenant, vous êtes aujourd'hui également le président fondateur de la Fondation des commerçants et entrepreneurs du Maroc. Est-ce que vous pouvez nous dire comme ça, d'où vous avez l'idée de cette fondation? En fait, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques mots concernant cette fondation? Alors, les associations, en général, je suis d'esprit communautaire. Voilà, donc c'est les contextes socio-culturels dans lesquels je vis qui peut donner le sentiment qu'on est devenu individualiste. Je suis de ceux qui pensent que, comme on dit en langue maternelle, une seule main ne peut pas faire de nœud. Ouais. Alors, pour faire un nœud, il faut les deux mains. Et donc, se mettre ensemble, même dans la nature, on voit bien les animaux, pour combattre l'ennemi, pour surmonter un obstacle, ils se mettent ensemble. Alors, nous, on est dans une situation où l'Afrique est, tout le monde le dit, c'est le continent le plus riche en termes de ressources naturelles et même de ressources humaines, parce que la population africaine est la plus riche. Voilà, la plus riche, la plus nombreuse. Et donc, et pourtant, les Africains sont un peu partout, vous les voyez. Dans la souffrance, dans la misère. Et c'est une situation qui ne peut pas tenir longtemps. Donc, il est question que nous contribuons, qu'on ne continue pas simplement d'admirer, plutôt d'observer et de critiquer. On a pensé que c'était bien de mettre la main dans la pâte et puis d'apporter sa pierre à la construction de l'édifice. C'est donc l'idée, c'est cela qui m'a motivé à me mettre avec d'autres, n'est-ce pas, pour créer la Fondation africaine des commerçants et entrepreneurs du Maroc. Voilà. Donc cette fondation a donc pour but de regrouper sur le territoire marocain ou bien sur tout le continent les personnes qui sont animées par le commerce et l'entrepreneuriat. Oui, alors en fait le Maroc se positionne en ce moment comme étant une vitrine internationale vers l'Afrique et les échanges commerciaux se font plutôt par les opérateurs économiques qui permettent les échanges commerciaux, c'est plutôt les commerçants et les entrepreneurs. Et donc, on a pensé que mobiliser ces opérateurs-là en premier lieu, puis intégrer progressivement tous les autres acteurs de l'économie, serait une bonne chose parce que c'est par le commerce qu'on échange les biens et les services. Alors, donc, on a pensé qu'on ne pouvait pas regrouper simultanément tous les corps de métier, et même dans les autres corps de métier, il y a, après la phase production, il y a la commercialisation. La distribution. Voilà, donc en fait, on regroupe tous les opérateurs économiques, aussi bien les producteurs, les transformateurs, que les autres partenaires techniques et financiers. C'est une fondation qui ne concerne pas que les entrepreneurs et commerçants. C'est une fondation qui a le statut d'une association où les acteurs sont non seulement les porteurs de projets qui sont sur le continent, mais également toutes les personnes qui sont porteuses de ressources, des ressources complémentaires à la réalisation de tout projet. On sait que les projets, pour se réaliser, il y a besoin de ressources naturelles, de ressources humaines, de ressources financières,
de ressources techniques. Alors donc la fondation vise à mettre en commun les différentes composantes nécessaires pour la réalisation de projets, pour qu'éventuellement ces projets qui ne se réalisent jamais parce qu'il y a un élément qui manque, eh bien, que désormais il n'y a plus d'éléments on arrive à trouver voilà, ce qui manque à l'un, qui puisse se trouver chez l'autre, et que le projet voit le jour. Voilà. Donc, alors, aujourd'hui, vous avez déjà lancé l'initiative d'un projet qui s'appelle Belita. Est-ce que vous pouvez nous parler de Belita et comment est-ce que cela pourra être bénéfique pour les Africains? Alors, justement, la Fondation est une association qui a que veut dire d'ailleurs justement, qui a plusieurs projets en vue. Mais l'un des projets de l'association se dénomme Belita pour dire Be linked to Africa. Soyons connectés à l'Afrique. Alors, pour dire que dans cette démarche qui vise à contribuer activement à l'émergence de l'économie africaine, nous devons être comme les agents vecteurs de ces transferts, de ces échanges qui sont de toute nature. Et il est question que les concernés, on a dit, qui sont les banquiers, les étudiants, les agriculteurs, tous les corps de métier se mettent ensemble de sorte que, en synergie, les projets des uns qui sont explicités par des business plans puissent trouver les ingrédients, tous les éléments nécessaires à leur réalisation. D'accord. Alors, quel pourra être l'impact de ce projet Belita sur le continent, à moyen ou à long terme? Eh bien, Belita n'est pas seulement une alternative, c'est une nécessité. Il est nécessaire que l'Afrique se ressaisisse. Nous voyons bien la situation que nous décrions tous. Et donc, si les Africains qui sont propriétaires des ressources naturelles, des biens, et toutes les ressources naturelles du continent, ils en sont dépositaires et propriétaires. Si les autres qui viennent d'ailleurs le savent et viennent les extraire devant nous quelquefois avec notre bénédiction, nous laissons. C'est de bonne guerre, hein? Je ne reproche rien à ceux-là qui savent rechercher ce dont ils ont besoin. Il est question que nous également soyons acteurs, n'est-ce pas, de l'économie, que nous puissions contribuer de sorte que dans cette extraction de nos ressources naturelles, qu'il en reste pour nous également. Voilà, donc comment comptez-vous aujourd'hui financer donc ce projet qui est Belita, Be Linked to Africa? Eh bien, le financement, contrairement à ce que d'aucuns pensent, le financement en Afrique et ailleurs d'ailleurs n'a jamais réellement constitué un obstacle à la réalisation de projets. Et pourtant, tout le temps, nos gouvernements sont en train de demander des aides financières, Banque mondiale, et ainsi de suite. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que le financement ne constitue pas un problème pour l'Afrique? Non, je le dis. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, pour réaliser des projets, tout projet, on a besoin de 4 éléments. D'accord, il y a les ressources naturelles. Que nous appelle les matières premières. Que nous avons voilà, qui abondent en Afrique. On en trouve de toutes sortes. Donc, de ce point de vue, on n'a pas besoin d'une assistance quelconque pour prélever ces ressources naturelles qui sont chez nous, qui nous appartiennent. On n'a pas besoin de les échanger contre une quelconque contrepartie. Voilà. En deuxième point, nous avons besoin de ressources humaines. C'est-à-dire des compétences, des savoir-faire, des bras, à la limite. Et en Afrique, tout le monde sait que la jeunesse africaine est l'une des plus dynamiques du monde. Voilà. Donc,
ces deux premiers éléments importants pour la réalisation de tout projet existent en Afrique et abondent. Le troisième élément, c'est tout ce qui est ressources logistiques. Les ressources logistiques qui sont les ressources techniques, essentiellement les engins, les outils pour accélérer le processus de transformation. Parce que pour construire, il faut transformer les matières premières en produits finis. Ouais. Et l'énergie, qui est le principal élément qui contribue à cette transformation des ressources naturelles, est disponible en Afrique. Nous avons toutes sortes d'énergie. Et d'ailleurs, les autres compagnies, toutes les compagnies, les principales compagnies qui sont installées en Afrique, ils sont pour ces ressources énergétiques. Ouais. Donc, voilà, nous disposons les éléments techniques, les équipements techniques dont on a besoin. Eh bien, il suffit que ces gens qui prélèvent nos ressources naturelles, notamment énergétiques, le cacao, le café, le coton, les feuillages, le bois, tous ces éléments qui sortent de nos ports tous les jours, s'il y avait une contrepartie en échange, eh bien cette contrepartie suffirait pour qu'on se procure toutes sortes d'engins nécessaires pour transformer sur place les besoins, les produits dont on a besoin pour notre propre consommation. Oui. Alors, donc sur le plan technique et ressources logistiques, nous avons, avec un peu de volonté, la possibilité, nous connaissons l'équation, la solution d'une telle équation. Et puis, les ressources financières dont on parle, effectivement, l'argent, ça sert à payer ce qu'on n'a pas soi-même ou ce qu'on ne sait pas faire soi-même. Voilà. Donc, on pense que si en Afrique, nous disposons des principaux éléments qui sont sans lesquels rien n'existe, l'énergie, les matières premières et les ressources humaines, eh bien, en mutualisant ces ressources et avec une volonté politique forte, on peut trouver les budgets, puisque de toute façon, il y a de l'argent pour faire autre chose. On voit bien ce à quoi sert l'argent en Afrique. On reçoit plusieurs, je ne parle pas des aides qui viennent des organismes étrangers, je parle de tout ce qui est extraction de matières premières qui sortent tous les jours. La contrepartie, on ne la voit pas. Les finances, l'évasion fiscale dont on parle, s'il y avait moyen de retenir cette évasion fiscale, ou de faire en sorte que les multinationales qui sont implantées chez nous payent effectivement les impôts comme nous le faisons ailleurs, eh bien, nous trouverions les finances. Alors, est-ce que, jusque-là, je ne sais pas si ça répond à ma question de savoir comment est-ce que, je comprends que vous voulez tabler le financement de Bellita sur la ressource matérielle, la ressource humaine, la ressource naturelle et même la ressource énergétique, mais est-ce que malgré toutes ces ressources, vous aurez les moyens de pouvoir financer le projet? Parce qu'il faut bien qu'à un moment donné, le projet démarre. Mais est-ce que ça va démarrer avec la ressource naturelle, ou est-ce que ça va démarrer avec la ressource énergétique, ou avec la ressource humaine, ou avec la ressource matérielle? Comment est-ce que, pour un départ, vous allez avoir le minimum vital pour pouvoir tenir ce projet? Tout à fait. Eh bien, comme je vous l'ai dit tantôt, parmi les partenaires, parmi les adhérents de Bellita, nous avons les détenteurs de toutes sortes de ressources. Il y a des Africains d'un côté qui sont propriétaires de terrains, de vastes terres arables, qui sont propriétaires des mines, qui sont propriétaires de carrières. Il y a de l'autre côté des entreprises qui ont une assise financière et donc qui ont de l'argent qui dort dans les banques, qui cherchent un moyen de le fructifier, qui font partie de la FACEM. Alors, donc, si j'ai bien compris, c'est un réseau solide qui est en train d'être mis sur pied pour permettre aux Africains de comprendre qu'ensemble, c'est possible de transformer sans rien demander. Absolument. C'est-à-dire que c'est possible de mettre en commun les ressources des uns et des autres, avec celles des autres, pour créer une richesse et ensuite la partager
de sorte que ceux qui ont besoin, parce que vous savez, l'argent, ça permet de trouver ce qu'on ne fait pas soi-même. Voilà, donc, mais la création, le processus de création de la richesse qui est bloqué à cause des ressources financières qui sont le prétexte que les uns évoquent souvent. Vous voulez casser aujourd'hui l'aspect financier. Oui, en fait, on voudrait que les finances ne constituent plus un obstacle, parce qu'en fait, c'est juste dans l'esprit qu'on pense que les finances constituent un obstacle. Parce que même la banque qui est intéressée, qui accompagne les entreprises, lorsqu'on lui présente des projets viables, eh bien, la banque accompagne. Et d'ailleurs, rien n'empêche que les banques fassent partie également de Bellita. D'accord. Alors, aujourd'hui, Bellita, j'ai voulu poser la question, qu'est-ce que vous proposez de différent par rapport à ce qui est déjà fait, mais je pense qu'on s'est tellement attardé sur la précédente question qui était de savoir comment financer le projet, au point où je crois qu'il est clair et évident que votre approche est pratiquement différente des autres approches, à moins que vous souhaitez préciser par exemple quelque chose par rapport. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit de totalement différent de ce que les autres font, qui ne soit pas déjà dit? Ah oui, mais de toutes les façons, le constat est simple. Le constat qui est clair, c'est que toutes les initiatives qui sont entreprises jusqu'à présent, nous connaissons les résultats. Nous en connaissons les résultats. La situation demeure perfectible. On ne dénigre pas les efforts des uns et des autres, mais nous sommes bien dans une impasse. Alors, nous avons l'humilité de penser que, avec la stratégie de Bellita, les choses pourraient s'améliorer de manière significative par la méthodologie de conception de projet et d'accompagnement du projet, le choix des projets à réaliser, parce que, voyez-vous, si le diagnostic d'une pathologie n'est pas bien effectué, on peut apporter les meilleurs médicaments, remèdes du monde. Le patient ne sera pas guéri. Voilà. Donc, nous pensons que la problématique africaine, elle n'est pas posée. Elle n'est pas posée. Les questions africaines, en général, ne sont pas posées par les Africains. Voilà. Et donc, les réponses ne sont pas non plus africaines. Donc, la différence entre ce qui est fait jusqu'à présent et Bellita, c'est que Bellita va essayer de résoudre les questions qui émanent des populations africaines et va se donner les moyens pour y apporter des réponses idoines. Voilà. Ça paraît anodin, cette vision, mais en fait, c'est toute la différence. C'est toute la différence. Parce que... il y a une certaine profondeur. Voilà, voilà. Parce que, voyez-vous, lorsque on apporte des solutions qui viennent d'ailleurs, d'abord, c'est des solutions d'une expérience qui n'est pas la nôtre. Ces gens qui apportent des solutions, ils apportent des solutions qu'ils ont expérimentées chez eux et qui ont fonctionné probablement chez eux. Et donc, ils ne pourraient pas... Je vais même d'ailleurs aller sur le même angle en disant que l'histoire du cacao en Afrique, d'après ce que j'ai appris, j'ai essayé d'investiguer un petit peu, c'est un produit, le cacao c'est un produit qui est importé en Afrique, qui est cultivé, mais qui n'est pas d'origine africaine. Et donc, c'est peut-être quelque part pourquoi les Africains ne consomment pas assez de cacao et même pas de café. Chez nous, c'est encore des produits qui sont cultivés uniquement pour l'exportation. Oui, en fait, c'est cela. Hein, vous commencez à cerner un petit peu. Donc, le café, le cacao, le coton, l'éveilla, ce sont des cultures qui ont été importées d'ailleurs. Le palmier aussi, apparemment? Non, pas le palmier à huile, qui est le coton aussi, enfin, autrefois, il y en avait du coton. Mais disons que c'est des cultures qui ne servent pas aux Africains. Voilà. Dans la mesure où, vous voyez bien, s'agissant du coton, comment s'habillent les Africains? Voilà. Les Africains s'habillent de la friperie européenne.
Voilà, l'essentiel. Justement. Donc, et même le wax qu'ils disent que c'est leur pain, apparemment c'est fabriqué en Hollande. Voilà, et pourtant, c'est eux qui font du coton. Voilà, qui sont dans l'implantation de coton. Ils n'ont pas d'usine de transformation de coton. Voilà. Par contre, de même pour le cacao, le café, le coton, l'EVA, tout cela, ce sont des cultures que nous avons, entre guillemets, héritées de la colonisation. Et donc, c'est elle qui se perpétue à travers ces pratiques-là, ce qui explique que les Africains ne consomment pas le chocolat, c'est parce qu'ils n'en ont pas eu l'habitude, mais ça commence à changer. Et justement, Bélita, l'originalité de Bélita, c'est de faire en sorte que les Africains consomment africain et que ne s'intéressent qu'à ceux qui règlent réellement leurs problèmes. Voilà. Donc, alors, justement, là, je vais justement rentrer au cœur de Bélita pour comprendre. Bélita, c'est quoi exactement en termes de projets? Quels sont les projets qui seront réalisés par Bélita? Be linked to Africa, yes, but qu'est-ce qu'on va faire dans le linking? Bah écoute, c'est le cœur du projet. On va faire simple. D'accord. L'Afrique profonde, parce que c'est celle qui nous intéresse. D'accord. Les collectivités locales dites décentralisées, les communes, toutes ces circonscriptions administratives, c'est là-dedans que les Africains en masse résident, et c'est de là que proviennent toutes les ressources naturelles qui sont extraites de l'Afrique, et c'est les lieux où on trouve le plus de misère en Afrique. Alors donc, nous, on va travailler essentiellement, au moins sur le plan institutionnel, avec les circonscriptions administratives de plus petite taille, comme les communes. Voilà. Les arrondissements. Les communes qui sont dans les arrondissements. En fait, ça dépend des pays, mais un arrondissement, c'est une circonscription d'un département, qui est même d'une province, d'une région, etc. Mais dans les pays, en tout cas subsahariens, anciennement colonisés par la France, eh bien, c'est à peu près la même chose. La cellule administrative la plus petite, c'est normalement les villages. Plusieurs villages se regroupent en communes. Voilà. Et puis, on passe à l'arrondissement, département, région, etc. Bref, ce que j'ai envie de dire, c'est que les plans de développement communaux élaborés par les conseillers municipaux, parce que c'est eux qui identifient leurs besoins et qui les expriment sur ces documents-là. Eh bien, nous allons travailler avec eux de sorte que on décline leurs besoins en des actions concrètes qui vont améliorer de manière significative leur quotidien. Concrètement, il s'agira de faire en sorte que les projets d'eau potable, par exemple, puissent être réalisés. Voilà. Les projets d'électricité. L'Afrique est un continent où il n'y a pas d'électricité, alors que nous avons toutes sortes de matières premières, de ressources primaires, énergétiques primaires, que les autres n'ont pas, mais nous, on n'a pas d'électricité. Et là, je vois déjà votre expertise là, avec high-tech environnement. Ben oui, je suis ingénieur électricien. Vous comprenez de quoi vous parlez là? Si je vais à la retraite et que dans mon village, j'ai pas d'électricité, alors que j'ai passé 30 ans au moins à l'étranger à faire de l'électricité aux autres, ce serait dommage. Ce serait dommage. Et donc l'électricité, ce n'est pas de l'esprit, ce n'est pas quelque chose de transcendantal, ce n'est pas un mythe. Eh bien, le projet Bélita va notamment, j'espère que nous trouverons des communes qui vont nous accueillir. Les premières communes, d'ailleurs, je lance l'appel aux mairies, et aux conseillers municipaux qui nous écoutent, s'ils identifient dans leur localité, dans leur circonscription, des cours d'eau, voilà, où il n'y a pas nécessairement des chutes. On n'a pas besoin qu'il y ait une chute. Il suffit simplement que le cours d'eau circule, qu'il y ait de l'eau plus ou moins régulièrement toute l'année, ce qui est bien le cas dans la plupart des pays subsahariens, en tout cas dans l'Afrique centrale.
nous avons une ressource hydrologique importante. Le Cameroun, qui est un pays que je connais, a un potentiel, un gisement, un potentiel hydroélectrique de plus de 20 000 MW pour la grande hydraulique. Et si on y intègre la petite hydraulique, c'est beaucoup plus. Et il est possible que, à partir des petits barrages hydroélectriques, nous puissions produire la ressource énergétique qui va doper l'industrie. Parce que, voyez-vous, si aujourd'hui nous avons presque 60% des populations africaines qui sont dans le secteur agricole, quand en Europe, c'est plutôt moins de 20%, ou même 10% qui font dans le secteur agricole, et eux, ils ont un excédent alimentaire, alors que nous qui y sommes à plus de 60%, nous devons importer encore à manger. Eh bien, il y a plus raison. Alors, je veux juste vous poser une question d'ordre technique, pour savoir comme ça, au pif, combien peuvent s'élever les coûts d'installation d'une centrale électrique par votre technique, par exemple, dans une commune? Quel montant? Eh bien, le montant, ce n'est pas coûteux, mais lorsque je l'exprime comme ça, il est question de savoir ce que ça permet de faire. Voilà, pour mieux apprécier le coût. Voilà, alors je vous rappelle que lorsque j'ai 1 gramme d'uranium, le contenu énergétique qu'il est susceptible de libérer lors de la transformation de ce gramme d'uranium est aussi importante que celle libérée par 1 tonne de pétrole. Ah, d'accord. Que vous ayez une idée. Donc, 1 gramme d'uranium produit le même contenu énergétique qu'1 tonne de pétrole. Et on sait ce que fait 1 tonne de pétrole. Lorsque 1 litre de pétrole consommé dans un engin, un tracteur agricole, produit le même travail que 100 ouvriers qui ont travaillé 8 heures. 100 personnes travaillent 8 heures à la main pour faire le même travail qu'un engin tracteur qui a consommé seulement 1 litre de pétrole. Vous voyez donc en quoi l'usage de l'énergie primaire, même pas encore nucléaire. Je ne parle pas du nucléaire. Je vous ai montré le rapport entre le nucléaire et le pétrole. Mais comme le nucléaire, c'est un domaine sensible. Dont je préfère ne pas parler, pour que les gens comprennent juste que rien que le pétrole, pour lequel nous savons, nous connaissons la nature des conflits qui dans toutes les parties du monde où on en trouve, ben c'est pour que les gens comprennent que le pétrole, voilà ce qu'il permet de faire. Voilà. Et donc, pour répondre à votre question, pour produire 1 kilowatt d'électricité, de puissance, installer 1 kilowatt de puissance électrique, parce qu'il faut faire la différence entre la puissance et l'énergie. La puissance, c'est la capacité d'une unité à produire de l'énergie. C'est comme la vitesse d'une voiture. Alors que l'énergie, c'est comment dire, l'énergie, c'est ce qui est l'équivalent de la distance parcourue. Quand j'ai une voiture qui roule à une certaine vitesse, pendant une durée, il parcourt une certaine distance. Eh bien, c'est pareil pour l'électricité, en analogie. La puissance, c'est lorsque l'engin est puissant, il est d'autant plus puissant que l'énergie qu'il produit ou qu'il consomme est importante dans la durée. Alors, je n'ai pas encore répondu. 1 kilowatt, pour vous dire clairement, 1 kilowatt de puissance installée peut revenir à entre 2000 à 3000 euros de kilowatt de puissance installée. Alors, 3000 euros, je vous rappelle, lorsque je veux installer un panneau solaire qui a pratiquement le coût des panneaux solaires pour le kilowatt installé, le kilowatt crête, c'est pratiquement du même ordre de grandeur. Mais j'en profite ici pour faire la différence entre l'énergie installée avec le panneau solaire
le même kilowatt et l'énergie installée avec la puissance installée avec l'hydroélectricité, mais la différence est que le panneau solaire ne produit, bien que la puissance est d'1 kilowatt, l'énergie produite ne l'est que lorsqu'il y a du soleil. S'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'énergie. Donc vous avez payé 3000 euros le kilowatt installé, mais l'énergie qui en sort n'est même pas le quart de ce que l'hydroélectricité pourrait produire, parce que tant qu'il y a de l'eau... En gros, l'hydroélectricité, elle est constante. Voilà, l'énergie hydroélectrique est une énergie de puissance, c'est une énergie renouvelable, les deux sont toutes renouvelables, il y en a une, lorsqu'elle est disponible, il vaut mieux privilégier les investissements en hydroélectricité pour produire de l'électricité de puissance, parce que, encore une fois, l'autre particularité de l'électricité, c'est que s'il n'y a pas, elle doit être consommée au même moment qu'elle est produite. Parce que s'il faut la stocker, les coûts de stockage explosent. Voilà. Donc, finalement, ce qu'on va retenir, c'est qu'avec 3000 euros, vous pouvez faire une installation hydroélectrique d'une puissance de 1 kW. Voilà. Et le coût de revient de l'énergie produite avec l'hydroélectricité, comparé au coût de revient de la même quantité d'énergie produite avec le panneau solaire, ça va d'un rapport de 1 à 15 en argent. Ça veut dire que si je paye 1 euro le kilowatt, c'est pas le prix, mais je parle d'ordre d'heure, eh bien, le même kilowatt-heure, cette fois, si 1 euro le kilowattheure en énergie électrique, en énergie hydraulique, eh bien, le coût de l'énergie solaire, c'est 15 fois plus. Quand je ne tiens pas compte du stockage. Voilà. Si je dois ajouter le stockage de l'énergie produite dans la journée pour pouvoir éclairer les lampes la nuit, eh bien, le rapport, c'est très important ce que je vais dire, le rapport passe de 15 à 40. Oui, voilà. Donc, justement, on est entré dans votre domaine, là, on ne va pas en sortir. Donc, on va s'arrêter là pour ça. Donc, on va s'arrêter là, on va s'arrêter là pour cette partie et on va revenir sur Bellita, les projets. Eh bien, les projets de Bellita, si vous permettez que je termine mon idée, c'est pas pour revenir, mais c'est parce que les gens qui nous écoutent ne pensent pas que je suis en train de tirer à boulet rouge sur les solutions d'éclairage que les uns et les autres nous ramènent. L'énergie hydraulique, on peut s'en servir que lorsqu'elle est disponible. L'énergie solaire ou non, hydraulique. S'il n'y a pas de cours d'eau dans les parages, on ne peut pas en disposer. Donc, je dis pas que l'énergie solaire n'est pas une ressource. C'est une alternative. Voilà, c'est une alternative, mais notamment pour des régions qui n'ont pas de cours d'eau, eh bien, il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas le choix, mais encore une fois, que les coûts de réseau ne fassent pas obstacle, parce que le coût d'installation d'un réseau, lorsqu'il y a un cours d'eau même à 30 km, revient toujours moins cher que si on fait des panneaux solaires. Voilà, donc on enchaîne avec les projets Bellita, à moins que vous dites que là c'était bon pour les projets. Non, mais les projets Bellita, on ne va pas tous les dévoiler à Mondovision. Ce qui est sûr, c'est que les projets de Bellita sont les projets que les porteurs de projets vont nous présenter. Parmi lesquels vous venez de faire une belle illustration, n'est-ce pas, de votre potentiel. Ah oui, c'est clair que, alors, je rappelle que Bellita dispose en son sein d'un répertoire de compétences où il y a toutes les spécialités. C'est-à-dire qu'en termes d'ingénierie, en termes de dimensionnement, en termes d'exécution des projets, nous avons en interne toutes les compétences nécessaires. Eh bien, les ressources naturelles étant disponibles, les moyens logistiques étant accessibles, eh bien, il ne reste plus qu'à présenter des projets bien ficelés, des projets bien rédigés. Nous avons dans nos équipes des personnes qui assistent les autres à rédiger les projets, de sorte qu'un partenaire
qui serait intéressé par un projet puisse avoir la connaissance du projet bien avant. Et donc si le projet n'est pas bien rédigé, il peut ne pas attirer des investisseurs ou bien des potentiels, et donc mourir de sa propre mort. Voilà. Alors nous sommes pratiquement au terme de notre émission. Monsieur Kwang, un mot pour la jeunesse africaine aujourd'hui qui est, n'est-ce pas, en mal de repères. Eh bien, j'invite la jeunesse africaine, notamment, à se retrousser les manches pour sauver les meubles. Je m'explique. Nous voyons bien ce qu'elle devient, la jeunesse africaine, à travers la migration. On voit les gens qui se jettent dans la mer, les gens qui se déplacent, alors que dans l'autre sens, on voit les Occidentaux qui vont au pays. Oui, pas que les Occidentaux. C'est de bonne guerre. Tout le monde vient en Afrique parce que c'est en Afrique qu'on trouve tout. Donc, il est question que la jeunesse sur laquelle l'Afrique compte aujourd'hui, parce que il y a une proportion de jeunesse la plus grande dans tous les autres continents, et c'est à cette jeunesse-là que je m'adresse spécialement pour qu'elle se prenne en main, voilà, en se disant que elle est seule, c'est à elle et à elle seulement de déployer tous les trésors d'imagination nécessaires pour pouvoir assurer une pérennité du continent. Parce que là, on va droit dans le mur si cette jeunesse-là continue à s'égarer, comme on le voit au jour d'aujourd'hui. Bien sûr, ce n'est pas que la jeunesse africaine sur laquelle on compte également sur tous les autres partenaires, les autres peuples du monde qui considèrent que l'Afrique est une terre bénite, bénie. Donc il est question que ces peuples sachent que l'échange, le partage dans la justice, dans l'équité, c'est beaucoup mieux que la violence. Parce qu'en fait, ce qu'on vit en Afrique, c'est une histoire de violence, de ceux qui sont forts, et donc ils préfèrent mettre le chaos pour s'approprier les ressources. Donc, il est question que les Africains sachent que l'ennemi, ou plutôt l'adversaire, n'a pas d'état d'âme, et non pas pour qu'ils le combattent par les mêmes méthodes, nous n'en avons pas, et puis ce n'est pas dans nos habitudes, mais que nous soyons sensibilisés sur la nécessité pour nous de nous prendre en main, et que le bonheur ne viendra jamais d'ailleurs. Voilà, c'est sur ces termes que nous mettons fin à notre émission Made in Africa. Merci Monsieur Kwang d'avoir répondu à notre invitation. Chers amis auditeurs, c'est donc ici que nous vous disons au revoir et à la prochaine édition. Merci de m'avoir invité. Made in Africa. Focus sur l'apport de la diaspora africaine dans le développement du continent.